Après l'avoir entendu me qualifier de simple colocataire auprès de ses amis, je suis parti en douce et j'ai coupé tous les paiements automatiques de l'appartement. Ses rires se sont arrêtés face aux factures. À travers le mur de l'appartement, je l'ai entendu rire avec ses amis. C'est juste un colocataire, a-t-elle dit. Je suis toujours célibataire. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises en silence et j'ai laissé un mot sur le comptoir. Le lendemain, j'ai commencé à annuler les paiements automatiques. Elle a bien ri jusqu'à ce que les factures commencent à arriver à son nom. Je suis Jules, 28 ans. Ma petite amie, ou plutôt mon ex-petite amie maintenant, est Chloé, 26 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans et vivions dans le même appartement à Lyon depuis un peu plus d'1 an. Un appartement partagé, une routine partagée, une vie partagée. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Tout s'est effondré vendredi dernier. Chloé avait invité quelques-unes de ses amies à prendre un verre après leur travail. Je suis rentré plus tard que d'habitude, étant resté au bureau pour terminer un projet. J'ai pensé que je ferais juste glisser discrètement, prendre un verre d'eau et les laisser profiter de leur soirée entre filles. Je n'ai pas annoncé que j'étais rentré. J'ai retiré mes chaussures près de la porte et je suis allé directement dans notre chambre pour me changer. Et c'est là que je l'ai entendu. Elles étaient dans le salon, leur rire résonnant dans le court couloir, mêlé au tintement des verres à vin. L'une de ses amies a posé une question sur notre relation, sur moi. Et Chloé a lâché un rire sec et dédaigneux, celui qu'elle n'utilisait qu'avec elle, pas le doux gloussement qu'elle utilisait avec moi. Oh, lui, dit-elle, sa voix cristalline. C'est juste un colocataire. Je suis toujours célibataire. D'autres rires ont éclaté. Quelqu'un a plaisanté sur le loyer gratuit. Une autre amie a ajouté, « Ma fille, tu as la situation parfaite. » Chloé ne les a pas corrigés. Elle a surenchéri. « Il est stable », a-t-elle ajouté. Ça marche pour l'instant. Il paie les factures. Il ne pose pas trop de questions. Je suis resté là, figé, fixant le panier à linge comme s'il m'avait personnellement insulté. Ma poitrine était étrangement calme, comme si un disjoncteur s'était déclenché en moi au lieu d'une explosion. Il n'y avait pas de vague de colère, pas de choc déchirant, juste cette clarté froide et silencieuse qui s'installait en moi. Pour situer le contexte, je payais le loyer de notre appartement à Lyon, les charges, l'internet, les courses, son assurance auto après qu'elle ait eu des retards de paiement, les abonnements de streaming, Netflix, Disney+, Spotify, et les colis Amazon aléatoires qui semblaient toujours être facturés à mon compte Prime. Elle l'avait toujours présenté comme moi étant le stable tandis qu'elle se cherchait encore et sa carrière créative. Je pensais que c'était du travail d'équipe. Apparemment, c'était un parrainage. Je n'ai pas quitté la pièce en trombe. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai même pas fait un bruit pour leur faire savoir que j'étais là. Je me suis juste assis au bord de notre lit et je les ai écoutés rire pendant encore 5 minutes, juste pour être absolument certain de ce que j'avais entendu. Plus tard cette nuit-là, Chloé est entrée dans la chambre, un peu pompette et agacée que je ne sois pas sorti saluer ses amis. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si silencieux. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué du travail. Elle a levé les yeux au ciel, m'a traité d'ennuyeux et s'est endormie en faisant défiler Instagram. Je n'ai pas dormi du tout. Au matin, je savais exactement ce que je devais faire. Le samedi matin a ressemblé à une expérience extracorporelle, comme si je dirigeais un personnage dans un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Chloé s'est réveillée tard, soignant une gueule de bois et se plaignant de son mal de tête, demandant si nous avions de l'ibuprofène. Je lui ai tendu quelques comprimés sans un mot. Elle a souri, m'a embrassé la joue et a dit « Tu es le meilleur ». L'ironie m'a presque fait éclater de rire. Dès qu'elle est partie pour un brunch avec les mêmes amis avec qui elle avait ri la nuit précédente, j'ai commencé mon travail. Je n'ai pas fait mes valises en rage, jetant des choses dans des sacs poubelles comme on le voit dans les films. J'ai bougé lentement, méthodiquement. J'ai commencé par mes vêtements. Les choses que je portais vraiment, mes vieux sweats à capuche de l'université, mes jeans de travail, mes bottes, pas la chemise élégante qu'elle m'avait achetée parce qu'elle pensait que ma garde-robe avait besoin d'une mise à niveau. Chaque article était soigneusement plié, comme si je faisais juste une tâche de week-end. Ensuite, j'ai débarrassé mon bureau, mon ordinateur portable, mon disque dur externe, mes documents personnels. J'ai trouvé les reçus numériques que j'avais enregistrés par habitude,
les confirmations de paiement de loyer du portail en ligne, les notifications par email de la compagnie d'électricité. Le PDF du contrat de location montrant que j'avais payé la totalité du dépôt de garantie lorsque nous avions emménagé parce qu'elle n'avait pas les fonds. C'était drôle que cela ne soit jamais revenu sur le tapis. Avec chaque carton que j'emballais, l'appartement ressemblait de moins en moins à notre espace partagé. J'ai réalisé que la plupart des meubles étaient techniquement les miens aussi. Je les avais achetés de mon ancien appartement, mais je les ai tous laissés. Je ne voulais rien prendre qui puisse lui donner une raison de discuter. Je voulais une rupture nette. Pas de place pour la négociation. Vers midi, je me suis assis par terre et j'ai ouvert mes applications bancaires. Je me suis connecté à mon compte de carte de crédit et je l'ai retiré en tant qu'utilisatrice autorisée. J'ai annulé les abonnements à Netflix, Disney+ et Spotify qui m'étaient tous facturés. Je suis allé sur le portail en ligne de l'appartement et j'ai programmé l'annulation du paiement automatique du loyer pour le 1er du mois prochain. Les charges sont venues ensuite, puis son assurance auto. La facture de téléphone, où je l'avais ajoutée à mon forfait familial pour lui faire économiser de l'argent, a été la dernière à disparaître. Chaque clic était silencieux et définitif. Je ne faisais rien d'illégal ou de vengeur. Je cessais simplement d'être financièrement responsable d'une personne qui disait à ses amis qu'elle était célibataire. Le mot a été la dernière chose que j'ai faite. J'ai regardé la feuille de papier vierge pendant longtemps. Je ne voulais pas paraître amer ou comme si j'essayais de gagner un combat imaginaire, alors je l'ai gardé simple. J'ai entendu ce que tu as dit hier soir. Tu m'as appelé un colocataire, alors j'ai décidé d'agir comme tel. Les colocataires ne se soutiennent pas financièrement. J'ai déménagé et annulé les paiements que je couvrais. Tu devras gérer tes propres factures à partir de maintenant. Prends soin de toi. J'ai laissé le mot sur le comptoir de la cuisine, là où elle laissait toujours ses clés. Quand j'ai refermé la porte de l'appartement derrière moi, il n'y a eu aucune grande vague émotionnelle, pas de larmes, juste un profond sentiment de soulagement, comme si j'avais retenu mon souffle pendant un an sans même m'en rendre compte. Elle n'en avait aucune idée encore. C'était la partie la plus étrange. J'étais à peu près à mi-chemin de la maison de mon frère quand mon téléphone a commencé à vibrer. Le premier appel, je l'ai ignoré. Le deuxième appel, ignoré. Puis les aperçus de messages textes ont commencé à s'accumuler sur mon écran de verrouillage. Où es-tu? Pourquoi le Wi-Fi ne fonctionne pas? As-tu vraiment annulé Netflix? J'ai dû m'arrêter à une station-service juste pour respirer. Non pas parce que j'étais tenté de répondre, mais parce que je pouvais sentir la dynamique changer en temps réel. C'était le moment précis où sa confusion allait se transformer en panique. Quand la blague cesserait soudainement d'être drôle. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, mon frère Marc m'aidait à transporter mes cartons dans sa chambre d'amis. Il ne m'a pas bombardé de questions. Il m'a juste tapé sur l'épaule et a dit, « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ce simple geste a confirmé que j'avais fait la bonne chose. Ce soir-là, Chloé a dû enfin lire le mot. Je le savais parce que mon téléphone a commencé à s'illuminer comme s'il fonctionnait mal. Un barrage d'appels, de messages vocaux et de SMS dont le ton variait énormément. C'est quoi ce mot? Es-tu sérieux là? C'est tellement immature. Jules, vas-tu vraiment m'abandonner pour une blague? Celle-là a failli me faire réagir. Puis est venue la vague suivante. Je ne peux même pas me connecter au site web de la compagnie d'électricité. Et voilà. Pas, pourquoi es-tu parti? Pas, je suis tellement désolé. Pas même, il faut qu'on parle. Juste une liste d'inconvénients. J'ai fini par répondre une seule fois avec un seul court message, tu as dit que j'étais un colocataire. Je traite la situation comme telle. Elle m'a appelé immédiatement. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, j'ai écouté le message vocal qu'elle a laissé environ 30 minutes plus tard. Sa voix avait changé. La colère vive avait disparu, remplacée par une anxiété frénétique. Jules, ok, je comprends. Tu es contrarié, mais c'est extrême. Tu ne peux pas tout couper comme ça. J'ai un loyer à payer. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je plaisantais juste. Tu sais comment sont mes amis. Je me suis assis au bord du lit d'appoint, téléphone à la main, me sentant étrangement serein. Elle ne s'excusait pas pour ce qu'elle avait dit.
Elle paniquait parce que les conséquences étaient arrivées plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Un autre message texte est arrivé juste après le message vocal. Peux-tu au moins payer ce mois-ci pour qu'on puisse en parler? Ce fut le moment de clarté absolue. Pas la nuit où je l'ai entendu. Pas pendant que j'emballais mes cartons. Pas même quand j'ai écrit le mot. Ce fut le moment où j'ai pleinement compris qu'elle ne me voyait pas comme un partenaire blessé. Elle me voyait comme un filet de sécurité qui venait d'être retiré sans cérémonie. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus le dévoir. Le dimanche matin, elle a abandonné le prétexte d'être confuse et est passée directement à la colère. Je me suis réveillé avec un message texte aussi long qu'un roman qui ressemblait à une évaluation de performance d'entreprise de mes échecs. Je ne peux pas croire que tu fasses ça sans même me parler en face à face. Tout d'abord, c'est une forme de manipulation financière. Tu essaies de me contrôler parce que tu es en insécurité. Ça m'a fait sourire. L'ironie était époustouflante. Elle a poursuivi, mes amis pensent tous que c'est un énorme signal d'alarme, au fait. Bien sûr qu'ils le pensaient. Ces mêmes amis ne voyaient aucun problème à ce que je sois un colocataire tant que la lumière restait allumée et que le réfrigérateur était plein. Mais au moment où j'ai agi en conséquence, je suis devenu le méchant. Vers midi, elle s'est présentée à l'improviste chez mon frère. Je n'étais pas là. Dieu merci. Marc m'a envoyé un message. Ton ex est sur mon porche. Elle est furieuse. Je lui ai demandé ce qu'elle avait dit. Il a répondu, elle a dit qu'elle voulait parler comme des adultes et t'a ensuite traité de radin dans la même phrase. C'était cohérent. Plus tard, j'ai écouté un autre message vocal qu'elle avait laissé en faisant les 100 pas sur son allée. Jules, c'est insensé. Vas-tu vraiment jeter une relation de 3 ans pour quelque chose que j'ai dit à mes amis? Tout le monde pense que tu réagis de manière excessive comme si je t'avais trompé ou quelque chose. Tu n'es pas innocent non plus. Tu sais, tu aimes être celui qui s'occupe de tout. Et voilà, la réécriture de l'histoire. J'aurais soi-disant aimé payer ses factures. J'aurais aimé être rabaissé dans mon dos. J'aurais aimé être invisible tant que j'étais utile. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'au moment où elle a prononcé le mot « colocataire », elle avait déjà mis fin à la relation. Il se trouve juste que j'ai entendu la partie qu'elle pensait être une pensée privée. Ce soir-là, son ton a de nouveau changé. Peux-tu juste revenir pour qu'on puisse parler? C'est embarrassant. Pas déchirant, pas douloureux, juste embarrassant. Je l'imaginais essayant d'expliquer au propriétaire pourquoi le virement du loyer n'arrivait pas. Expliquant à ses amis pourquoi le colocataire avait soudainement cessé de financer leur brunch, leur VTC et leur virée shopping en ligne. Cette nuit-là, j'ai bloqué son numéro, non par méchanceté, mais par autopréservation. Je savais que si je laissais la conversation continuer, elle essaierait de négocier, de me culpabiliser, de transformer cela en un malentendu où je finirais par accepter de payer encore un mois pour être juste. Et j'en avais assez d'être juste envers quelqu'un qui ne m'avait jamais considéré comme son égal. Lundi fut le premier jour où la réalité de la situation a vraiment commencé à s'imposer à elle. Je le sais parce qu'elle m'a envoyé un email contournant le blocage du numéro, un email formel avec un objet et tout, comme si nous étions des collègues traitant d'un problème de projet. Objet, nous devons gérer cela de manière responsable. Elle a écrit que le paiement du loyer avait du bugger dans le système, que le gestionnaire immobilier l'avait contacté, que les factures de services publics affichaient des avis de retard de paiement en ligne, qu'elle n'avait pas réalisé le nombre de choses que je gérais. Et que tout cela était très accablant. Il n'y avait toujours aucune excuse. Elle a présenté cela comme un projet de groupe où un membre avait soudainement démissionné sans préavis, la laissant avec tout le travail. Il n'y avait aucune reconnaissance du fait qu'elle m'avait publiquement rétrogradé au rang de commodité. Je n'ai pas répondu. Le mardi, quelques amis communs ont commencé à me contacter, principalement des gens de son cercle. Des connaissances avec qui j'avais été poli lors de soirées, mais que je n'avais jamais vraiment bien connues. Salut mec, Chloé est vraiment stressée. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Tu sais comment elle plaisante. C'était drôle de voir comment tout le monde semblait parfaitement comprendre ces mots, sauf moi, la personne concernée. L'un de ses amis les plus proches a suggéré que je sois la personne la plus grande et que je couvre au moins la moitié du loyer jusqu'à ce qu'elle puisse s'organiser. Je lui ai demandé si Chloé prévoyait de recommencer à me traiter comme son petit ami en échange. Il n'a pas répondu. Cet après-midi-là,
j'ai appris par le bouche à oreille qu'elle avait essayé d'appeler les compagnies de services publics pour annuler les annulations. Elle n'a pas pu. Chaque compte était à mon nom, lié à mon numéro de sécurité sociale. Ça l'avait toujours été. Soit elle ne l'avait jamais remarqué, soit elle ne s'en était jamais souciée. Le véritable tournant est survenu ce soir-là lorsque Marc m'a montré une capture d'écran sur son téléphone qu'un ami lui avait envoyée. Chloé avait posté sur sa story Instagram privée. Quand les hommes ne peuvent pas prendre une blague et décident d'utiliser leur revenu comme une arme à la place, suivi d'un emoji de visage souriant à l'envers. C'était tout. Pas de tristesse, pas d'introspection, juste une tentative passive-agressive de manipulation. J'ai senti quelque chose en moi s'éteindre complètement à ce moment-là. Comme si le dernier fil effiloché de connexion s'était enfin cassé. Je n'étais plus en colère. J'avais honte pour elle parce que n'importe qui avec un minimum de conscience pouvait voir ce qui se passait réellement. Les rires avaient cessé quand l'argent avait cessé. La blague du colocataire n'était plus si drôle quand les avantages qui l'accompagnaient avaient disparu. Et pour la première fois depuis le début de toute cette épreuve, j'ai dormi profondément toute la nuit. Le mercredi, la réalité dont elle avait ri est finalement arrivée avec un avis formel. Elle m'a débloqué. Je le sais parce qu'un message texte est arrivé, sa fierté s'effondrant enfin sous le poids de ses finances. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Pas de majuscule, pas de ponctuation, juste une peur brute. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, elle a réessayé. J'ai parlé au gestionnaire immobilier. Il dit que si le loyer n'est pas payé d'ici vendredi, il y aura des frais de retard et un avis formel. Je ne peux pas tout couvrir en ce moment. Et là, c'était mis à nu. Pas, je t'ai blessé. Pas, mon Dieu, j'avais tellement tort. Juste des chiffres, des délais et des conséquences. J'ai appris plus tard par une connaissance commune qu'elle avait passé les 2 jours précédents à courir frénétiquement, appelant ses parents pour de l'argent, demandant à des amis si elle pouvait en emprunter, et essayant de vendre des vêtements sur Vinted. Des vêtements qu'elle avait achetés avec ma carte de crédit et portés peut-être une fois. Les mêmes amis qui riaient avec elle vendredi soir s'étaient soudainement tus. Il s'avère que, toujours célibataire, ne paie pas la facture d'électricité. Ce soir-là, elle est de nouveau venue chez mon frère. Cette fois, elle pleurait. Marc m'a dit plus tard qu'elle n'arrêtait pas de répéter, je ne pensais juste pas qu'il partirait vraiment. Comme si c'était la partie la plus choquante de l'histoire. Pas ce qu'elle avait dit, pas comment elle m'avait traité, mais simplement le fait que ses actions aient eu des conséquences. Elle a demandé si je envisagerais de revenir, juste jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre sur pied, juste jusqu'à cette phrase avait fonctionné sur moi tant de fois auparavant, juste jusqu'à son prochain salaire, juste jusqu'à ce qu'elle trouve sa carrière. Juste jusqu'à ce que les choses soient plus équilibrées, juste jusqu'à toujours. Pour la première fois, je me suis senti vraiment détaché, comme si j'écoutais une histoire sur le problème de quelqu'un d'autre. J'ai dit à mon frère de lui dire non et de lui demander de ne plus venir. Cette nuit-là, j'ai commencé à supprimer de vieilles photos de mon téléphone, non pas avec colère, mais avec une sorte de curation minutieuse. Les voyages que j'avais payés, les dîners coûteux que j'avais planifiés, des moments qui avaient semblé réels et aimants à l'époque, mais qui semblaient maintenant différents avec le recul. Je suis arrivé à une réalisation troublante mais libératrice. Elle ne m'a pas perdu quand je suis sorti par la porte. Elle m'a perdu au moment où elle a décidé que je n'étais pas digne de son respect. Elle ne s'attendait juste pas à ressentir les conséquences de cette décision si immédiatement. Et honnêtement, ce n'était plus mon problème à résoudre. Le vendredi est arrivé. Qu'elle soit prête ou non, je n'en ai pas entendu parler directement d'elle. Je savais que c'était passé à cause du silence. Plus de messages de colère, plus de mets culpabilisants, juste rien. Cette absence m'en a dit plus que n'importe quel message aurait pu le faire. Puis Marc a reçu un message d'un ami commun. Alors Jules est vraiment parti pour de bon, hein? Apparemment, Chloé n'avait pas raconté toute l'histoire à tout le monde. Elle avait présenté notre situation comme si nous prenions un peu de distance pour laisser un désaccord se calmer. Mais une fois que le paiement du loyer a été officiellement refusé et que le propriétaire a commencé à appeler, la vérité a finalement commencé à filtrer. Tard cet après-midi-là, j'ai vérifié mes emails par curiosité. Il y en avait un d'elle, court cette fois. J'ai payé ce que je pouvais. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je l'ai lu 2 fois et je n'ai rien ressenti. Aucune envie d'intervenir et de régler ça.
Aucune envie de revenir, juste de la distance. Ce soir-là, mon frère et moi nous sommes assis sur sa terrasse arrière à boire quelques bières. L'air était vif, la ville s'installant dans son rythme de week-end. Il m'a demandé si j'allais bien, si j'allais vraiment bien. J'y ai réfléchi un instant plus longtemps que prévu. Je crois que oui, ai-je dit, et je le pensais. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais pas sur le qui-vive. Je n'attendais pas la prochaine dépense imprévue, la prochaine faveur dont elle avait besoin, la prochaine façon subtile de devoir prouver ma valeur en étant utile. Elle a envoyé un dernier message vers minuit. Je n'aurais jamais cru que tu partirais comme ça. Celui-là semblait presque honnête. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai supprimée. J'en ai tapé une autre et je l'ai supprimée aussi. Ce que je voulais dire, c'était, je ne suis pas parti. Tu m'as poussé dehors au moment où tu as décidé que j'étais une blague. Mais elle n'aurait pas compris ça. Pas vraiment. Alors, je l'ai laissé sans réponse. Quelque part entre la deuxième bière et le moment où les lumières de la ville se sont allumées, j'ai réalisé autre chose. Elle ne me manquait pas. La version de moi-même qui avait confondu être tenu pour acquis avec être indispensable me manquait. Le samedi matin, je me suis réveillé avec une notification inattendue. Chloé avait changé son discours public. Plus de même vague ou de post passif-agressif. Cette fois, c'était une photo d'une tasse de café sur le balcon de notre appartement, accompagnée d'une longue légende réfléchie sur la croissance personnelle, l'apprentissage de dures leçons et la découverte de qui vous soutient vraiment quand les choses se compliquent. Les commentaires étaient mitigés. Certains amis ont offert un soutien inconditionnel. Quelques-uns ont demandé discrètement si tout allait bien. Une poignée n'a rien dit du tout. Ce qu'elle a commodément omis, c'est que ce soutien avait été automatique, non mutuel, et qu'il avait disparu dès qu'elle en avait ri. Vers midi, elle m'a envoyé un autre message. Pouvons-nous juste parler ? Pas d'argent, mais de nous. C'était une nouvelle approche, et il était bien trop tard. J'ai fixé le message pendant longtemps, non pas parce que je le considérais, mais parce que j'étais morbideusement curieux de savoir comment elle comptait transformer 3 ans de manque de respect en un simple malentendu. J'ai accepté de la rencontrer dans un lieu public, un café neutre près du quartier de mon frère. Elle est arrivée soignée, son attitude plus douce, moins conflictuelle. C'était la version d'elle qui savait comment susciter la sympathie sans avoir à la demander explicitement. Elle a commencé par pleurer, disant qu'elle se sentait prise au dépourvu, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point la situation était devenue dépendante. Elle a affirmé que ses amis exagéraient tout et qu'elle essayait juste de les suivre. J'ai écouté patiemment. Je n'ai pas interrompu. Quand elle a eu fini, je lui ai posé une seule question. Pourquoi ne les as-tu pas corrigés quand tu m'as appelé un colocataire ? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, regardant ses mains. Je ne pensais pas que tu m'entendrais, a-t-elle dit doucement. Cette seule phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas qu'elle ne le pensait pas. Ce n'était pas qu'elle était juste une blague. C'était que je n'étais pas censé être conscient de mon rôle désigné dans sa vie. Je me suis levé de la table avant qu'elle ne puisse changer de sujet. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, ma voix égale. J'en ai juste fini. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. En sortant de ce café, je me suis senti léger. Pas victorieux, pas suffisant, juste terminé. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, je savais que je ne m'éloignais pas de quelque chose de bon. Je revenais à moi-même. Les retombées ne se sont pas arrêtées quand j'ai quitté ce café. Elles sont juste devenues plus silencieuses. Au cours de la semaine suivante, j'ai entendu parler de sa situation par bribes. Des amis communs ont mentionné qu'elle avait fait des heures supplémentaires à son travail, qu'elle réévaluait soudainement ses priorités, qu'elle faisait du canapé chez des amis parce que l'appartement lui semblait trop cher seul. C'est incroyable qu'elle n'ait atteint cette conclusion qu'après mon départ. Elle a fait une dernière tentative, envoyant un email tard un dimanche soir. Je comprends vraiment maintenant. J'ai été négligente avec tes sentiments. Je t'ai tenu pour acquis. Je ne veux pas te perdre en tant que personne, même si nous ne pouvons plus être ensemble. Cette phrase était autrefois ma kryptonite. L'idée d'être gardé dans la vie de quelqu'un, juste dans un rôle plus petit, plus pratique. Cette fois, ça n'a eu aucun effet. J'ai réalisé quelque chose d'inconfortable mais crucial.
Elle ne me contactait pas parce qu'elle avait vécu un moment de croissance profonde. Elle me contactait parce que sa vie était devenue considérablement plus difficile, et j'avais toujours été la voix de la moindre résistance. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai signé le bail d'un petit appartement d'une chambre à quelques pâtés de maison de chez mon frère. Ce n'était rien de fantaisiste, juste propre, calme et entièrement le mien. J'ai acheté un canapé bon marché sur le Bon Coin et j'ai mangé des plats à emporter par terre cette première nuit, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. J'ai commencé à changer mes habitudes, à cuisiner pour moi-même à nouveau. J'ai mieux dormi. J'ai ri sans avoir l'impression de jouer un rôle. Et lentement mais sûrement, cette histoire a cessé de la concerner. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu qu'elle avait posté quelque chose de nouveau sur l'apprentissage de l'indépendance à la dure. Il n'y avait aucune mention de moi, pas de blague, pas d'amertume, juste de la survie. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni désir de vengeance. J'ai juste ressenti de la distance, le genre de distance authentique et saine que l'on atteint que lorsque quelque chose n'a plus aucun pouvoir sur vous. J'ai réalisé que la vérité tranquille de tout cela n'était pas que j'étais parti de manière dramatique. C'est qu'une fois que j'ai cessé de payer, la relation ne pouvait plus se permettre d'exister. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Je l'ai croisée une fois au supermarché. C'était une pure coïncidence. Même rayon, même moment gênant de reconnaissance. Elle avait l'air fatiguée, pas tragiquement brisée, juste épuisée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. La vraie vie avait remplacé la version filtrée qu'elle préférait. Elle a offert un petit sourire hésitant, comme si elle voulait dire quelque chose d'important. Peut-être des excuses, peut-être un souvenir, ou peut-être juste un test pour voir si la porte était toujours déverrouillée. Je lui ai fait un signe de tête poli et distant, et j'ai continué à marcher dans le rayon. C'était tout. Il n'y a pas eu de discours de clôture, pas de conversation finale en larmes, pas de fin cinématographique. Et honnêtement, c'était parfaitement bien. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite aucun mal. J'espère sincèrement qu'elle trouvera ses marques. J'espère qu'elle apprendra que le respect n'est pas quelque chose dont on peut plaisanter quand on pense que personne n'écoute. Quant à moi, j'ai appris quelque chose de plus discret, mais bien plus important. Si quelqu'un peut rire en vous rabaissant quand il pense que vous n'êtes pas à portée de voix, cela signifie qu'il le fait dans sa tête depuis très, très longtemps. Vous venez juste d'entendre la version honnête. Partir n'était pas un acte de vengeance. Annuler les paiements n'était pas une punition. C'était un réalignement. Elle m'a appelé un colocataire. J'ai simplement été d'accord avec elle. Et les colocataires ne financent pas la vie de quelqu'un d'autre tout en se faisant dire qu'ils n'ont pas d'importance. En y repensant maintenant, je ne ressens aucune amertume. Je me sens juste clair. Parfois, la fin la plus propre n'est pas une dispute bruyante ou une longue discussion de rupture. Parfois, c'est juste décider tranquillement d'arrêter de jouer un rôle pour lequel vous n'avez jamais auditionné. Et c'est là que ça s'est terminé pour moi. Les moments les plus silencieux de cette histoire sont les plus puissants. Ils rappellent avec force que votre respect de soi ne devrait jamais être négociable. Fixer une limite est une chose, mais la respecter pour soi-même est là où commence le vrai changement. Parfois, le choix le plus compatissant n'est pas pour l'autre personne, mais pour votre propre futur. Choisir la paix plutôt que le besoin d'avoir raison est une forme de force plutôt que de faiblesse. Vous n'êtes pas tenu de vous consumer pour réchauffer quelqu'un d'autre. La vraie guérison se produit souvent dans le silence après que vous vous soyez éloigné du bruit. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par votre utilité pour quelqu'un d'autre. Votre paix est votre atout le plus précieux. Protégez-la toujours avec bienveillance et une ferme résolution.